C'est bon, on va pouvoir y aller. Une petite annonce avant la reprise de nos travaux. Les camarades des CSD concernés par le tour des luttes, la réunion a été décalée donc à demain entre 10h et 10h30 à la salle Joffre 5. Donc je répète, les camarades des CSD concernés par le tour des luttes, réunion demain entre 10h et 10h30, salle Joffre 5. Nous allons passer maintenant à la première table ronde de nos travaux. Table ronde donc qui va concerner la thématique pour une fonction publique au service de la population. Table ronde à laquelle va participer le camarade Philippe Martinez, secrétaire général de la CGT. Boris Baudouin de la Fédération CGT des Finances. Willy Pelletier de la Fondation Copernic. Cette table ronde sera animée par la camarade Isabelle Avran, journaliste de la NVO. En préambule, j'invite Willy à prendre place à la tribune pour une présentation du projet qui est en collaboration avec les fédérations de services publics, hospitalières, État et nous-mêmes. À toi, Willy. Un peu de silence, s'il vous plaît, pour le camarade qui va prendre la parole. C'est gentil. Oui, merci. Merci à la CGT de rendre possible cet échange parce que trop longtemps, les historiens, les sociologues, les économistes critiques et les syndicalistes ont marché côte à côte et maintenant, il est plus qu'urgent qu'on marche coude à coude. Alors, c'est trop tôt pour l'apéritif, je pense, mais je viens là vous présenter un éléphant rose, un ovni. Cet ovni, cet éléphant rose, jamais fait jusqu'alors, jamais vu, sauf peut-être en rêve de fin de soirée quand s'abolissent les frontières, c'est l'enquête collective Fondation Copernic, FDSP, UFSE, fonction publique hospitalière. Cette enquête OVNI veut produire des savoirs résistants en tout sens du terme et qui montreront que non, Monsieur Macron, non, les services publics, les fonctionnaires ne sont pas un problème, ils sont au contraire la solution. Et que non, Monsieur Macron, les services publics n'ont pas à être rentables. Lorsqu'on veut imposer de la rentabilité partout, alors on casse l'utilité sociale des services publics. Cette enquête OVNI a 3 cibles et débouche à la découverte en 2021 et 2022 sur 3 livres. Cible 1, restituer comment a été formée la civilisation des services publics. Plonger donc dans l'histoire ancienne, l'histoire des luttes oubliées, effacées, minuscules, tenaces, l'histoire des luttes du passé menées par des militants anonymes, mais dont nous avons tous le visage en tête et qui ont fait des services publics efficaces, des services publics garantis, des services publics indépendants alors qu'on veut les rendre dépendants, jusqu'à dessiner cette civilisation des services publics dont l'autre nom est l'égalité. Car la civilisation des services publics est la civilisation de l'égalité. Cible 2, plonger dans l'histoire en train de se faire, malheureusement, en restituant comment et quel groupe social mobilisé s'en va désormais démanteler les services publics. Ce groupe social issu des écoles du pouvoir, devenues des business schools, totalement assuré de sa légitimité, ne connaît aucun ouvrier, ne connaît aucun employé, ne connaît aucun étudiant pauvre, ne connaît aucune personne qui galère, ne connaît aucun technicien, ne connaît aucun agent des services publics, ne connaît rien des services publics, mais casse les services publics.
Alors, dans ces services publics cassés, on a affaire à de la violence à tous les étages. Et c'est exactement ceci aussi qu'on doit mettre en évidence. De la violence de la part d'usagers exaspérés d'obtenir toujours moins car les prestations sociales sont diminuées face à des agents empêchés d'agir et empêchés dans leur vocation, parce que oui, être fonctionnaire, au départ, c'était une vocation. On veut restituer dans cette enquête, j'allais dire, les chaînes d'interdépendance, les groupes emboîtés, qui certes sont différents des cabinets ministériels aux consultants privés qui se gavent, aux DGS qui les gavent, aux chefs de service qui doivent faire avec et qui résistent certains quand d'autres s'empressent, quand d'autres courtisent. Mais au total, se forme une chaîne d'interdépendance qui casse les services publics. La cible 3 est la plus importante, c'est que nous voulons travailler, grâce à vous, localement. Localement, c'est-à-dire aller voir comment sont désorganisés les métiers dans les services publics, au plus près du travail ordinaire des agents. Comment s'opère un resserrement des chaînes de commandement, disent-ils? Comment s'opère une hiérarchisation, une recentralisation qui caporalise? Comment s'opère un démembrement des collectifs de travail? Tout ceci, nous allons l'examiner avec des sites. Chaque fédération fonction publique a défini une trentaine de sites sur lesquels nous allons travailler ensemble et regarder comment sont précarisés les agents, mais aussi comment sont empêchés les usagers dans l'obtention de leurs prestations et des services. Pour terminer, juste trois mots juste pour dire notre méthode d'enquête collective qui a fait l'objet maintenant depuis 6 mois de beaucoup de réunions. Ces 3 mots sont égalité, débordement, action. Égalité, oui, car trop longtemps, les intellectuels ont été pensés comme des éclaireurs des masses, ou pire, comme des tuteurs des masses, et ces conneries ont trop duré. Dans notre collectif d'environ 100 sociologues, économistes, historiens, nous croyons, ce qui est une idée révolutionnaire, nous croyons que chacun sait, pas juste les intellectuels, chacun sait, chacun d'entre nous sait. Nous connaissons toutes et tous 100 choses différentes. Certaines, certes, sont connues par métier d'historien ou de sociologue ou d'économiste, mais d'autres, aussi importantes, sont connues d'expériences vécues par les fonctionnaires, notamment leurs emmerdements subis pour exercer leur métier. Alors, la méthode de l'enquête sera très largement des entretiens. 1000 entretiens, des entretiens et des entretiens encore qui nous feront voir au plus près des services, au plus près du travail ordinaire, comment ceux-ci sont empêchés. Notre méthode, c'est l'égalité. Notre méthode, c'est des rencontres sans hiérarchie, des rencontres d'ordinaire improbables, impossibles entre salariés, retraités, syndicalistes et historiens, sociologues, économistes, où chacun et chacune énoncera dans l'égalité ce qu'ils savent. Je termine en 1 seconde en disant que notre second terme de méthode est le débordement. L'objectif de l'enquête, en effet, ce n'est pas simplement d'étudier l'intérieur des services publics en montrant leur démantèlement, mais c'est d'examiner comment la casse des services publics a des effets locaux sur les populations des communes, sur les populations des départements, sur les populations, je viens de l'Aisne. L'Aisne et le Pas-de-Calais ont le triste record d'avoir placé Marine Le Pen en tête aux élections présidentielles. L'Aisne, c'est
et énormément de protection sociale et de services publics territoriaux en moins. Oui, étudier comment les effets de la casse des services publics ont des effets sur les populations, c'est absolument central, car quand on casse les services publics, alors partout s'accroît le chacun seul, partout le chacun pour soi, partout un chacun sa merde, vécu dans l'isolement, une concurrence accrue en milieu populaire, une défiance accrue envers les plus proches, bref, un sauf-qui-peut général, et le général de ce sauf-qui-peut s'appelle Marine Le Pen. Donc, ce que nous aurons à montrer aussi dans cette enquête sera que les votes FN, les votes Le Pen maintenant, proviennent pour beaucoup de la guerre des pauvres contre de plus pauvres qu'eux, dont les rivalités s'accroissent lorsqu'on casse les services publics et lorsqu'on casse prioritairement les services publics territoriaux. Ce que nous montrerons, c'est que les services publics, et notamment les services publics territoriaux, sont des remparts, les remparts les plus solides contre le vote Le Pen. Et ceux qui jouent à cette casse-latte alimentent le vote Le Pen en croyant s'alimenter eux-mêmes. C'est ainsi que l'extrême finance rejoint l'extrême droite. Le dernier mot, c'est l'action. Car face, oui, aux noces du fric et des LBD, face à leur violence, il nous faut maintenant très vite une nouvelle force, une alliance neuve notamment dans l'égalité entre militants syndicalistes et intellectuels critiques. Cette enquête, plongée dans l'histoire, montrera que l'ordre du monde que l'histoire produit, notre histoire unie, notre action peut le défaire. Cette enquête a pour objectif de montrer que sous 5 ans, oui, en un quinquennat, nous pouvons reconstruire tout ce qui a été détruit dans les services publics. Car sur les services publics comme ailleurs, Macron chante au MEDEF du Jacques Brel « Je serai l'ombre de ton ombre, l'ombre de ta main, l'ombre de ton chien ». Eh bien, cette mobilisation collective, cette enquête OVNI va le faire déchanter. Merci Willy. J'invite les camarades participants à la table ronde à donc prendre place au salon à ma droite. Bien sûr. Oui, à la table ronde. Au salon. Si tu veux. Je pense que j'ai bien écrit, ça permettra. J'ai le traiteur, alors c'est peut-être plus tard, 30 secondes de la restauration, c'est Une petite annonce avant que la table ronde démarre. Nous avons une information du traiteur qui nous sert les repas à midi. Il demande notamment à ce que nous soyons vigilants à remplir les tables qui sont de 10 places chacun. Et il demande également aux camarades de ne pas arriver à 13h pour prendre le repas. Donc merci de ne pas perdre de temps avant d'aller déjeuner. Eh bien, Isabelle, c'est à toi. Chers camarades au féminin et au masculin, bonjour. Après cette présentation par Willy Pelletier de l'étude collective de la Fondation Copernic et des fédérations CGT des 3 versants de la fonction publique, qui propose, vous l'avez entendu, des pistes pour un état des lieux précis de la réalité des services publics dans le pays, mais aussi qui se présente aussi, qui nous apparaît aussi d'une certaine façon, et tu me corriges Willy si ce n'est pas ça, mais comme un véritable manifeste pour l'égalité, pour la défense de l'intérêt général et pour la défense de la solidarité contre la concurrence généralisée qu'on voudrait nous apporter et
qui amène l'extrême droite. Nous allons donc entamer ensemble cette première table ronde du Congrès fédéral sur le thème « Pour une fonction publique au service de la population », qui pose donc d'emblée le lien entre les missions de service public, donc les moyens d'exercer les missions, moyens, on le verra sans doute, à la fois financiers et statutaires, et puis l'intérêt des usagers. C'est ce lien, d'une certaine façon, qui nous intéresse aujourd'hui et qui met en question l'opposition entre l'intérêt général dont il a été question et la logique des intérêts privés et du profit. Alors pour en débattre, nous avons donc la chance d'accueillir Willy Pelletier, que vous venez d'entendre, qui est à la fois sociologue, coordinateur de la Fondation Copernic, donc l'initiative avec les fédérations CGT de cette enquête, qui est également l'un des 100 auteurs, un peu plus de 100 auteurs du manuel Indocile de sciences sociales, qui est sans doute un gros pavé, mais où toutes les entrées sont accessibles. Et puis avec Laurent Bonelli, mais il y a déjà quelques années, aux éditions de la Découverte et du Monde diplomatique, d'un ouvrage dont le titre vous parlera immédiatement, qui s'appelle « L'État démantelé ». Nous avons également la chance d'accueillir ici Boris Baudouin, qui vient de Haute-Garonne, où il est responsable notamment de la CGT Finances Publiques, où il est lui-même fonctionnaire, et qui nous proposera ici une analyse des moyens financiers disponibles pour les services publics. Et puis nous avons la chance d'avoir également, vous l'avez vu, Philippe Martinez, donc notre secrétaire général de la CGT, à qui nous demanderons notamment si les services publics ont un avenir dans ce pays et comment on les défend. Alors les règles du jeu, on a un peu moins de 2 heures du coup, on a dépassé un tout petit peu les horaires. Ce que nous vous proposons, si tout le monde en est d'accord, c'est un premier tour de table où chaque intervenant aura environ 10 minutes avant de vous donner la parole. La parole sera à vous. Il restera du coup environ 1 heure pour débattre tous ensemble. Si vous voulez bien, on va commencer par donner la parole à Willy. Donc Willy propose ce matin une introduction sur plusieurs points qui renvoient au processus de privatisation de nos services publics. Alors tu parles à la fois de démantèlement des services de l'État depuis plusieurs années, et tu affirmes, tu viens de le redire, qu'il s'agit d'un enjeu de civilisation. Et puis tu décris le passage d'un État-providence à un État-manager, en revenant notamment sur la question des curriculums et de l'origine des décideurs. Et puis, sur, d'une certaine façon, un management issu du privé. Alors, de quoi s'agit-il et à qui profite le crime ? Le crime, ça marche, oui. Le crime profite aux riches. C'est-à-dire que le crime profite à très peu et certainement pas à nous tous. Ce qui est en train de se passer est probablement, mais vous le connaissez mieux que moi, donc je serai extrêmement rapide, un double mouvement. D'abord, imposer, mais vous le savez, les règles managériales du privé dans le travail des fonctionnaires. Réduire les coûts, externaliser les tâches vers des entreprises privées, des concessions de services publics, changer les DGS en managers qui deviennent des cost-killers, mais aussi des post-killers, et puis numériser, dématérialiser, disent-ils, numériser tout, qu'importe les inégalités sociales devant le numérique. Le second aspect de cette réforme, il peut se résumer de cette simple façon, il s'agit de dociliser. Il s'agit de dociliser par tous les moyens, casser le statut des fonctionnaires, embaucher un maximum d'agents précaires, contractualiser, ne plus remplacer les départs à la retraite, avoir comme seule boussole des indicateurs de rentabilité, contrôler grâce aux usagers dans des sortes de démarches clientèle comme dans le privé, les salariés, intensifier le travail, limiter le droit de grève, supprimer les instances représentatives des fonctionnaires. Bon,
Bref, tout ceci, vous le savez mieux que moi, caporalisé, docilisé. Mais ce qui est, je crois, le plus important à examiner, ce que tu demandais, c'est qui? Qui? C'est la grande question de la sociologie. Qui fait quoi? Et là, comme la loi de transformation de la fonction publique a été très largement préfigurée par le comité Action publique 2022, il faut revenir, oui, je crois, sur qui composait ce comité politique, oui, très politique, ce comité Action publique 2022. La première idée, donc, que je voudrais devant vous avancer, c'est que ce sont des brutes, un commando de brutes qui nous cognent et qui ne nous connaissent pas. Qui a composé cette commission? 3 caractéristiques justes. D'abord, mais il faut apprécier l'effet de masse, y compris par rapport à la commission Attali de 2007, presque tous dans cette commission sont des patrons du privé, chargés en patrons du privé de fantasmer le service public de leur rêve de patron. Quelques-uns simplement, Maquinès, président de Safran, géant de la défense et de l'aéronautique, Bédag Amilius, PDG de Nexity Immobilier, Anezo, Vivendi, Rothschild, puis le fonds financier Wisharebones, Lemoine, HSBC, puis Rothschild, Cirelli, fusion de GDF et de Suez, qui dirige aujourd'hui la méga société de fonds de placement BlackRock, etc. Je peux continuer longtemps. La seconde caractéristique, c'est que ces patrons participent de l'élite mondialisée du patronat qui promeuvent l'internationalisation des élites. Ils n'ont jamais affaire avec les services publics, les agents du service public, ils n'en ont jamais vu, c'est simple. On pourrait décliner là aussi à loisir les noms de ces personnes, mais nous le ferons dans l'ouvrage. Ce que je veux dire, c'est qu'on a là des sortes d'évangélistes du marché international qui ne connaissent, qui ne croisent, qui n'ont jamais croisé directement ou familialement, je le disais tout à l'heure, aucun ouvrier, aucun employé, aucun agent du service public, aucun chômeur, aucun cadre même. Ils ne savent d'expérience aucune de leurs urgences, aucune des insécurités affrontées, aucun des mépris subis, aucune des galères de logement, par exemple, aucune des concurrences dans et pour l'emploi. Le montant d'un RSA, ces gens se dépensent lors d'un dîner rapide entre amis pour acheter une paire de chaussures, pour acheter un foulard, pour acheter des boutons de manchette. Ce sont là des champions de la classe dominante, emmurés dans l'univers cossu et clos qui les a faits et où ils ont vaincu. Ils n'ont pas besoin des services publics. Les riches ont très peu usage des services publics. Et ce sont eux qui réforment les services publics. Ils ont des écoles privées, ils ont des assurances privées, des transports privés, des cliniques privées, des polices privées, des musées privés, un droit privé où usent et œuvrent des juristes privés, une domesticité privée, que leur importe le public au service du public, les services publics au service des citoyens. Ils ne les connaissent pas, ils les fantasment au gré de leurs intérêts et ce dont ils peuvent user. Le dernière des caractéristiques de cette commission, mais ce n'est pas un scoop là, c'est qu'elle est trustée de gardiens du temple des comptes publics qui ont pour fixette la traque des coûts. Là aussi, je pourrais, si besoin, détailler les noms, mais ça n'a pas un grand intérêt. Ce qu'il faut, je crois, saisir, c'est que ceux qui réforment les services publics ne vivent pas dans notre monde. Ceux qui réforment les services publics ne vivent pas selon nos règles qu'ils veulent détruire, mais selon leurs règles qui n'ont rien à voir avec les règles communes. Ceux qui réforment les services publics n'ont pas pour enjeu les services publics, ils ont pour enjeu leur propre place parmi l'élite.
leur propre place en termes de prestige et en termes de richesse parmi l'élite. Voilà leurs seuls enjeux. Mais les services publics qu'ils ne connaissent pas, eh bien, pour eux, c'est un terrain de bataille pour d'autres enjeux. La dernière idée, c'est que oui, ce qui se passe, c'est la destruction. Je n'aime pas employer le terme de situation historique, mais tout de même, là, ça vaudrait le coup. C'est la destruction d'une civilisation. Macron, on l'a connu, Brutus, assassinant son père politique. Le voici Néron, qui s'en va brûler Rome, c'est-à-dire brûler une civilisation. Brûler la civilisation sociale des services publics. La civilisation que les militants d'hier ont conquise. Les militants anonymes qui, par leur sacrifice, leur peine, ont conquis, tous mêlés, les militants ouvriers d'hier, les militants communistes d'hier, les militants libertaires d'hier, les militants féministes d'hier, et même les militants socialistes, quand les socialistes étaient encore socialistes, ont conquis. Personne n'a le droit, car les services publics n'appartiennent à personne. Personne n'a le droit de remettre en cause cette conquête sociale historique longue de milliers, de millions de militants. Cette lutte, même la défense des services publics, ne nous appartient pas. Elle appartient aux luttes du passé, aux conquêtes du passé. Et ce passé nous oblige. Il nous oblige, en tant que militants, à défendre ce qui, nous qui sommes des citoyens au service du public, est effectivement un instrument d'égalité et d'égalité sociale. Car ce que cette nouvelle civilisation veut produire, c'est une civilisation de l'inégalité. Une civilisation où partout le profit, dans les hôpitaux publics, quel qu'en soit le coût pour les personnes, partout le profit sera la règle. Je terminerai juste en disant que cette civilisation vise aussi à refaire nos têtes dès l'école. On le voit avec la réforme Blanquer des programmes, où il s'agit d'éliminer tous les savoirs plus critiques, où il s'agit de dociliser, où il s'agit de formater au monde tel qu'il va, avec ses hiérarchies et dont bénéficie exclusivement le monde tel qu'il va, où il s'agit d'éliminer le plus vite possible les enfants des classes populaires, des filières d'excellence, où il s'agit, entre les classes sociales, d'établir des barrières qui les font non plus être des classes, mais des castes sociales. C'est tout ceci qui est en jeu, y compris dans la case des services publics. Car le macronisme, c'est de faire de chacun d'entre nous une sorte d'auto-entrepreneur de lui-même, et y compris à l'intérieur des carrières des services publics. C'est pourquoi ils veulent casser les statuts et les carrières des services publics. Maintenant, seul les arrêtera notre action, car vous l'avez bien compris, ce commando de brutes mobilisés, très endogame, personne ne l'arrêtera si nous ne l'arrêtons pas. Il ne s'arrêtera jamais si nous ne l'arrêtons pas. Ils sont issus des mêmes milieux, ils ont fréquenté les mêmes écoles, business school. Leur programmation mentale, c'est leur programme politique. La haute noblesse libérale ne s'arrêtera jamais d'elle-même, car jamais dans son parcours, rien ne l'a arrêtée. Ils sont sans frontières, ils sont sans échec, ils ont un réseau serré de protection, de solidarité extérieure à l'État, financier avec les secteurs patronaux ou pour les célébrer avec les secteurs qui dominent le monde des médias. Ils ne s'arrêteront jamais. Pourquoi concevrait-il d'ailleurs qu'il faille arrêter le job quand le job est au principe de l'image flatteuse d'eux-mêmes et même, j'allais dire, de leur devoir-être. Cette haute noblesse libérale d'État ne s'arrêtera que si nous l'arrêtons. Bref, nous allons souffrir. Nous, fonctionnaires, allons exploser, ou bien nous allons les empêcher
Et donc, il faut les empêcher dès le 5 décembre. Le dernier point, c'est que les militants d'hier qui ont fait les conquêtes sociales par leur lutte, nous avons leur visage en nous. Nous les connaissons toutes et tous ou beaucoup. Nous avons leur voix en nous. Nous avons leur courage en nous. Et c'est pourquoi, dans la lutte nécessaire contre le macronisme, nous sommes là pour dire « Vive le statut des fonctionnaires !» C'est lui qui doit être généralisé aux entreprises privées et non l'inverse. Il faut maintenant, le plus vite possible, arrêter Macron. Je disais qu'il chante du Jacques Brel, mais on pourrait dire aussi qu'il chante au MEDEF du Jodassin. On ira où tu voudras, quand tu voudras. Et si, pour bloquer la casse des services publics, car oui, les services publics civilisent, il faut maintenant vite une grève générale reconductible, alors oui, vite et vive la grève générale reconductible. Merci. Merci Willy de nous avoir montré cette étape historique nouvelle où ce seuil en fait en train d'être franchi ou que certains voudraient franchir dans l'histoire d'un démantèlement qui n'est pas une histoire tout à fait nouvelle, de démantèlement des services publics et de nous avoir décrit Brutus, Néron, peut-être aussi Jupiter et sa caste et sa classe et le MEDEF qui ont une vision du service public qui est celle en fait d'un vaste marché à conquérir. Boris Baudouin, défendre les services publics, certes, mais est-ce que c'est financièrement possible ? Le gouvernement, première question, le gouvernement met en avant l'idée selon laquelle, et notamment depuis la crise ou l'éclatement de la crise de 2008-2009, où les banques ont été largement enflouées par l'État, il met en avant l'idée d'une dette qui serait insurmontable et qui ne permettrait pas de financer des services publics ambitieux. C'est vrai ? Alors déjà, moi je voulais remercier déjà la Fédération CGT des services publics pour cette invitation. Et puis saluer aussi le travail que tu as fait, Isabelle, dans le cadre du dernier numéro de la NVO que vous avez reçu là, avec un dossier complet sur les services publics qui fait le lien avec la table ronde et une très belle, pas parce que c'est Natacha, mais une très belle interview de Natacha dans le numéro de la NVO que je l'ai félicité parce qu'il y a du contenu, je pense, d'autres tenues. Merci. Donc, moi, je vais pas trop vous donner des chiffres parce que, bon, tu as parlé tout à l'heure de l'apéro et avant l'apéro, parler de milliards d'euros, ça peut donner mal à la tête, mais bon, il faut quand même donner un petit peu des ordres d'idées de grandeur. Donc, effectivement, la France est endettée. C'est à peu près 2200 milliards d'euros le taux d'endettement en France. C'est 99% du PIB, donc ça, c'est des chiffres économiques. Et quand on regarde un peu la situation des autres États, donc comme j'aime bien le rugby, j'ai regardé le Japon. Le Japon, c'est 243% par rapport au PIB sur le taux d'endettement. Donc ça veut dire que ça veut rien dire, en fait, suivant comment on le prend, ces chiffres-là, puisqu'on peut être super endetté et en fait avoir une économie libérale qui fonctionne et ce n'est pas un État qu'on ira donner de l'austérité supplémentaire. Après, la question de la dette, c'est qu'on emprunte, c'est-à-dire qu'on a des dépenses qui sont supérieures aux recettes qu'on voudrait avoir. Donc il y a deux leviers possibles. Soit on dépense moins, soit on essaye d'avoir des recettes supplémentaires. Et ce que fait, tout à l'heure, tu as cité la crise de 2008, donc c'était à l'époque Nicolas Sarkozy, qui avant même que la crise, aux prémices de la crise, avait dit qu'il était prêt à libérer 360 milliards d'euros pour aider les banques. Au final, c'est 200 milliards d'euros qu'on a donné aux banques. Donc là, on n'a pas été question du déficit, il n'a pas été question de la dette. C'est-à-dire que quelquefois, et ça rejoint ce que tu as dit tout à l'heure, Willy, les intérêts entre la classe dominante, ils trouvent là, du coup, l'argent et il n'y a pas de question de critères pour pouvoir aider la spéculation financière. Après, sur la question des recettes, je vais venir aussi sur un point important, c'est la question du CICE, Crédit Impôt Compétitivité Emploi. C'est des recettes en moins pour l'État parce que c'est 20 milliards d'euros qui ont été donnés chaque année.
100 milliards d'euros sur les 5 dernières années, avec très peu de création d'emplois. Grosso modo, c'est 400 000 euros l'emploi qui a été créé, donc soit ça fait des super salaires, soit là, donc du coup là, il faut vraiment qu'ils cotisent au 1%, c'est syndiqué, parce que ça fera des sous. Non mais ce que je veux dire, c'est que quand le CICE a été créé, c'est sous Hollande, en 2014, en même temps, il a augmenté la TVA. C'est-à-dire la TVA est passée de 19,6 à 20%. Et la TVA, on le dit à la CGT souvent, c'est l'impôt en fait le plus injuste, puisque c'est ce qu'on appelle un peu une flat tax, c'est-à-dire c'est un taux d'imposition qui est pour tout le monde, qu'on soit riche ou qu'on soit pauvre. Par contre, la répercussion est plus importante sur les faibles revenus par rapport aux hauts revenus. Et je reviendrai tout à l'heure sur cette question de TVA, mais ça veut dire que là, par rapport au cadeau qui est fait aux entreprises, grosso modo, c'est les revenus les plus faibles qui vont passer à la caisse pour financer ces cadeaux qui sont donnés sans derrière aucun contrôle sur les emplois qui ont pu être créés. Et après, est-ce que la question de la dette aussi, je crois qu'il faut revenir aussi sur ces fameuses entreprises du CAC 40, ça vient de ce que tu as dit Willy tout à l'heure, hein. C'est encore plus de 88 milliards d'euros de profits et de dividendes qui sont donnés aux actionnaires. Donc c'est autant d'argent qu'on n'arrive pas à récupérer justement pour essayer d'avoir plus de recettes dans le pays et avoir moins d'endettement. Du coup, à t'entendre, on comprend que c'est plus facile de donner aux banques, quitte à générer de la dette, qu'à donner à l'intérêt général. Et puis la question, c'est donc celle du manque de recettes, plus que des difficultés à répondre aux besoins de dépenses. Alors, de ce point de vue, quelles sont les propositions de la CGT ? Alors les propositions, il y en a des nombreuses, mais je voudrais faire un focus aujourd'hui sur ce que veut faire Macron, parce qu'aujourd'hui, nous on fait une table ronde sur les services publics, mais il y a le congrès des maires de France qui démarre, où normalement Emmanuel Macron, cette fois-ci, ne devrait pas bouder sa présence. Bon, je pense qu'il y a à 4 mois des élections municipales, il va essayer de se rallier certains candidats pour qu'ils viennent sur la République en marche. Mais surtout, c'est qu'il va, de la une des médias, que ce soit de l'Humanité en passant par Libé ou Les Échos lundi, c'était la fronde par rapport à la suppression de la taxe d'habitation. Je crois que c'est encore assez emblématique et je pense qu'il faut avoir le débat entre nous. Donc je vais venir sur certains points. La taxe d'habitation, on l'a toujours critiquée à la CGT parce que les bases d'imposition elles datent des années 1970. Et c'est à l'époque où on faisait les bars HLM, où notamment là, il y avait un peu tout le confort qui était mis dans ces espaces-là. Et si je prends l'exemple de Toulouse, le quartier du Mirail, le quartier populaire, qui date de ces années-là, on se retrouve à l'heure actuelle avec des habitants du Mirail qui payent plus de taxes d'habitation qu'à l'heure actuelle les habitants du centre-ville de Toulouse qui est rénové, où c'est plutôt des riches qui vont y participer. Donc c'est-à-dire cette taxe d'habitation en elle-même, elle est injuste à l'heure actuelle par rapport aux bases pour lesquelles on va faire le calcul. Et après, on ne prend pas aussi assez en compte les revenus. Alors ça ne veut pas dire du coup qu'on voulait la supprimer, mais ça veut dire qu'on voulait la rénover, revoir quelle autre fiscalité on pourrait faire. Et là, en supprimant la taxe d'habitation, quand on regarde le projet de loi de finances 2020 qu'a présenté nos chers sinistres Bruno Le Maire et Gérald Darmanin, ils disent on va redonner du pouvoir d'achat aux salariés. Et je crois que c'est un point important, c'est-à-dire à l'heure actuelle, avec le débat aussi sur les retraites, est-ce qu'on donne du pouvoir d'achat aux salariés en supprimant ou en baissant les impôts, ou est-ce qu'on va redonner du pouvoir d'achat en augmentant les salaires ? Je crois qu'il faut avoir vraiment des repères au sein de la CGT, parce que des fois on peut être perdu entre militants. Donc vous avez bien compris, il faut augmenter les salaires et par contre rénover la fiscalité. Mais derrière, la taxe d'habitation qui va être supprimée, cette taxe d'habitation à l'heure actuelle, c'est les communes et les intercommunalités qui la touchent. Par contre, en supprimant la taxe d'habitation, il va enlever, alors c'est sans être trop technique, mais il va enlever la taxe foncière bâtie que touchaient les conseils départementaux. Et par contre, il va compenser cette taxe foncière bâtie qui va reporter sur les communes et les intercommunalités. Il va compenser auprès des conseils départementaux en donnant à nouveau des points de TVA aux conseils départementaux et en donnant aussi des points de TVA qui ont été déjà donnés aux régions. C'est-à-dire que c'est l'impôt le plus injuste qui demain va alimenter un peu plus les collectivités, c'est-à-dire on va cibler un impôt pour le financement du coût des services publics, et surtout on enlève à la fois à la région et au conseil départemental le pouvoir de lever le taux, parce qu'à chaque fois il y a comme le conseil municipal, au conseil départemental et au conseil régional, les élus se réunissent et ils décident des taux. Là, en fait, ils ne décideront plus de taux, c'est-à-dire ils n'auront plus
l'autonomie financière qui est décidée dans la Constitution française, autonomie financière qu'il faut différencier de l'autonomie fiscale, c'est-à-dire que tout le monde peut décider du taux. Par contre, à la CGT, on est vigilant à ce que les collectivités ne décident pas de la création ou de la suppression d'un impôt. Ça doit être le garant en fait sur notre territoire. Et donc cette taxe d'habitation, elle va être redonnée à la commune, elle va être supprimée, pardon. Par contre, la taxe foncière revient sur la commune. Et donc là, sur la taxe foncière bâtie, c'est-à-dire que les communes vont avoir un levier supplémentaire sur l'aménagement du territoire. C'est-à-dire que pour pouvoir taxer un terrain, au travers de la taxe foncière bâtie, il faut que le terrain soit bâti. Donc là, j'invente pas l'eau chaude. Mais ça veut dire que derrière, ils vont peut-être, de plus en plus, dans le cadre du projet du PLU, du projet local d'urbanisme, de plus en plus, ils sont en train de voir, notamment en zone rurale, à ce que des terrains pour agricoles soient transformés en lotissements et autres. Mais c'est-à-dire, ça pose aussi la question de l'aménagement du territoire au travers du financement des collectivités. Donc, je pense que c'est un point important. Et juste finir sur, parce qu'après je pourrais être trop long, mais je vous renvoie aussi à la fiche 5 là, de votre document d'orientation, sur la contractualisation aussi qui est importante, parce que c'est 1,2% que les collectivités qui ont contractualisé, qui ne doivent pas dépasser leurs dépenses, l'évolution de leurs dépenses de fonctionnement. Quand on regarde sur la Haute-Garonne, il y a la ville de Toulouse et la métropole qui a contractualisé avec l'État. C'est pas étonnant parce que c'est un certain Jean-Luc Boudin qui sera République en marche aux prochaines élections municipales. À l'inverse, la région Occitanie et le conseil départemental ne l'a pas fait, mais je crois que la ville de Montpellier, elle aussi, a contractualisé avec l'État. C'est-à-dire que de fait, les salaires des fonctionnaires de ces collectivités-là, comme ils sont dans le budget de fonctionnement, on ne pourra pas augmenter de plus de 1,2% l'augmentation de la masse financière pour les moyens de fonctionnement. Où l'on comprend qu'il ne s'agit pas d'avoir moins d'impôts, mais de l'impôt autrement, d'avoir des augmentations de salaire et de poser aussi la question de la démocratie locale. Dernier point très rapide, parmi les propositions de la CGT, et notamment après, par exemple, l'ensemble des emprunts toxiques des municipalités, que les municipalités ont contractés, l'idée est née et a été développée d'un pôle public financier. En 2 mots, tu peux nous dire de quoi il retourne ? Alors le pôle public financier, alors déjà c'est pas une revendication de la seule fédération des finances CGT parce que c'est dans nos repères revendicatifs confédéraux. C'est une idée qui mûrit depuis un certain temps, c'est-à-dire d'avoir au travers de la Caisse des dépôts et consignations, ça a été dit tout à l'heure par le camarade sur la politique financière, notamment le livret A, c'est géré par la Caisse des dépôts et consignations, ça permet justement de financer le logement. Donc c'est faire du placement en dehors de la spéculation financière, et c'est d'avoir aussi de pouvoir financer en fait les collectivités, les entreprises aussi au travers de la Banque publique d'investissement, un partenariat entre la Caisse des dépôts et la Poste pour avoir un financement, on va dire, quelque part vertueux. Ce qu'il y a, je pense qu'il faut aller un peu plus loin sur cette question-là. Dernièrement, j'avais revu une vidéo d'Anicet Le Pors que beaucoup d'entre vous connaissent, et qui disait qu'à l'heure actuelle, au moment de la crise peut connaître la gauche ou le syndicalisme ou autre, il fallait revenir en fait sur la question de la propriété. Alors il disait que ça ne s'arrêtait pas simplement à la propriété des moyens de production, mais sur les moyens de financement et d'échange. Et ça, je crois que c'est important parce que ce pôle public financier, je pense qu'il faudra aller un peu plus loin. Et je pense aussi de revoir la question de la nationalisation des banques, parce que je ne sais pas si au final, avec la pression qu'il va y avoir de tout le secteur bancaire, ce sera viable à long terme. Voilà, donc c'est quelque chose. Il y a une plateforme qui était sortie, je crois, dans l'IB au mois de mars cette année, en pleine crise, notamment suite au grand débat qui avait été proposé par Macron suite au mouvement des Gilets jaunes. Et c'est ce pôle public financier, voilà. Il y a cette proposition, mais je crois qu'il faut que ça mûrisse, et surtout, c'est qu'on s'empare chacun qu'on aille à nouveau dans les conseils municipaux, des budgets des communes, et qu'on ait notre regard citoyen. Et comme l'a dit aussi tout à l'heure Willy, on est tous des sachants en fait. Si on regarde un petit peu, c'est pas trop compliqué. C'est ça, on voudrait nous faire croire que c'est technique et c'est pas forcément, et donc inaccessible, ce qui n'est pas forcément le cas. Philippe Martinez, on vit en ce moment à la fois le démantèlement donc, de services publics entiers, trésorerie, postes, hôpitaux, gares, etc. On vit une succession de lois, notamment la dernière du mois d'août,
imposées souvent ou plus souvent sans concertation, qui disloquent par exemple le statut des fonctionnaires, qui limitent ou réduit à presque rien le droit de grève dans la fonction publique, notamment territoriale. Mais on vit aussi des luttes multiples, à la fois de professionnels et de fonctionnaires, de pompiers, hôpitaux, etc., et d'usagers. Ça a été les luttes dans les services publics sont des luttes qui rassemblent largement. Alors, quelle analyse en fait la CGT? Les services publics ont-ils un avenir? Et puis, comment on les défend? Bon, alors la question, les services publics ont-ils un avenir? Je réponds oui. Comme ça, c'est clair, on n'en parle plus. Moi, je pense, premièrement, parce que je vous ai écouté tous les deux, je pense que, et ça concerne toute la CGT, je pense que quand on parle public et privé, il y a le patronat du privé, et puis après, si on veut des convergences, il faut bien qu'on travaille et qu'on discute entre les salariés du public et les salariés du privé. Sinon, nous allons contribuer aussi à entretenir ces divisions. Et donc, oui, parce que, ne m'applaudissez pas tout de suite, parce que trop souvent, on fait l'amalgame entre le privé, ça serait pas bien, et le public, ça serait superbe. Moi qui travaille dans le privé, j'ai travaillé dans une entreprise nationalisée il y a quelques années, mais elle a été privatisée. Je me vois mal dire à mes collègues qu'ils ne travaillent pas bien. Et j'insiste là-dessus, parce que qu'on soit dans le public ou dans le privé, on a les mêmes problèmes, puisque tu le disais, c'est le privé qui importe dans le public les modes d'organisation, le lean manufacturing, le lean management. Chez Renault, ça fait 25 ans qu'on en bouffe, donc je peux vous faire une théorie là-dessus. Et les souffrances que vivent les salariés du privé, il y a aussi des suicides dans le privé. Regardez France Télécom, qui est devenu Orange, il y a eu des suicides. Il y a eu des suicides chez Renault, je travaille, plusieurs. Ce que je veux dire, c'est que cette souffrance, elle est vécue de la même façon dans son rapport au travail. Et moi, j'insiste là-dessus, parce que si on veut créer des convergences, les oppositions qu'on doit faire, c'est ce que tu disais, c'est les patrons du CAC 40 qui les organisent, pas ceux dans les entreprises du CAC 40 qui subissent les mêmes pressions. Ça, c'était la première chose. Et j'insiste là-dessus, il y a dans le privé beaucoup de salariés qui savent bien travailler, mais qu'on empêche de bien travailler. C'est ce que vous vivez aussi pour avoir rencontré plusieurs d'entre vous, que ce soit dans les syndicats des territoriaux, mais aussi au-delà. Je crois que c'est encore pire dans la fonction publique hospitalière, du fait du lien à leur travail, mais c'est valable. La différence, c'est le statut et la mission. Le statut et la mission. Personne ne rêve, en tout cas moi, c'était pas le mien, de travailler pour verser des dividendes à des actionnaires. Or, c'est ce qu'on nous impose. Je le raconte souvent, mais quand on a été privatisé chez Renault, on nous apprenait plus à faire des voitures. On nous expliquait ce que c'était que le CAC 40, que c'était une obligation, une action, une OPA. On avait des formations de boursicoteurs. Vous, et c'est pour ça qu'il faut remettre ça en avant, votre statut, c'est la relation à l'usager, au citoyen. Donc celui qui souffre dans la boîte d'à côté parce qu'il est soumis au diktat du capital de ces pressions. Et donc, oui, il y a besoin que cette relation, elle se renforce. Elle se renforce. Donc il faut se parler. Et je trouve que, encore trop souvent, y compris dans la CGT, on a tendance à, pas opposer, mais en tout cas à avoir des vies parallèles entre les salariés du privé, nos fédérations du privé, et nos fédérations de la fonction publique en général. Ces échanges d'expérience, il y a besoin. Ce que tu racontais sur le mal-travail, les relations clients-fournisseurs, etc., je vous assure qu'il y a des salariés du privé qui peuvent expliquer ça parfaitement,
Mais en expliquant ça parfaitement, il vous explique que c'est inefficace, y compris dans le privé. Y compris dans le privé. Ce n'est pas efficace. Ça génère de nombreux conflits. Ça génère de la non-qualité. Et donc, ce qu'on nous apprend, ou en tout cas ce qu'on nous vend comme la super efficacité, ça n'est pas efficace. Ça n'est pas efficace. Donc, je reviens sur ce besoin de relation entre usagers et agents. Oui, il y a des combats communs, mais je trouve qu'il n'y en a pas assez. On parle beaucoup par exemple, des combats qui existent autour de la SNCF sur le maintien ce qu'on appelle les petites lignes, ce qu'on appelle le maintien des guichets, des gares, etc. Mais je trouve qu'il y a besoin d'en faire plus, au travers d'exemples concrets. Vous voyez, tu évoquais que c'est le congrès des maires de France. Tout le monde, on a redécouvert, Macron, le premier, que c'était les élus de proximité. Mais ceux qui travaillent dans les mairies, c'est bien eux qui génèrent cette proximité avec les usagers et avec les citoyens. Comment on renforce ce lien-là, au concret, en expliquant, me semble-t-il, au quotidien, pourquoi on m'empêche de faire mon travail au service des usagers. Et donc, plutôt que de vous faire engueuler, permettez-moi l'expression, et on le retrouve dans tous les services publics, eh bien, on discute de qu'est-ce que devrait être ma mission, comment j'aimerais la faire, et pourquoi je ne peux pas la faire, et pourquoi on m'empêche de la faire. Je vous assure que ça ferait des forums citoyens très intéressants, où ça pourrait les faire dans les halls de mairie, par exemple. Et là, on serait bien dans la convergence entre le public et le privé pour avoir une société solidaire. Il me semble qu'on a besoin de travailler. Tu rappelais l'histoire. Je suis fier de notre histoire. Mais les services publics, il faut en parler en termes d'avenir. D'avenir. Oui, les services publics, c'est l'avenir. Dans une société où il y a de plus en plus besoin de liens sociaux, où il y a de plus en plus besoin d'échanges entre les citoyens, eh bien oui, les services publics, c'est l'avenir parce que c'est la mission des services publics et c'est le contenu du statut des fonctionnaires de créer ce lien social. Et je pense que on en parle trop souvent, c'est pas une critique, mais on en parle trop souvent en termes d'histoire. Et d'ailleurs, le camp d'en face, les capitalistes, disent oui, c'était bien, mais c'est le passé. L'avenir, c'est l'individualisme. L'avenir, c'est la société privée, c'est l'auto-entrepreneuriat. Eh bien, nous, il faut qu'on soit un peu moins complexé, un peu plus offensif et crier plus fort. Les services publics et les fonctionnaires, c'est l'avenir d'une société qui est en bonne santé, sans mauvais jeu de mots, et une société solidaire. Eh bien, ça renvoie à toutes les questions qui sont posées, on en parlera peut-être tout à l'heure, sur les retraites, sur la sécurité sociale. Donc moi, j'insiste là-dessus. Dernier mot, j'ai encore le temps, merci. Il me semble qu'on a besoin, dans le cadre de ces convergences, je le disais, de discuter et de montrer combien une société, premièrement, combien une société elle a besoin de solidarité, et puis de discuter aussi, on nous compare souvent avec l'étranger, avec d'autres pays. J'ai rencontré des Suisses il y a peu de temps. Vous savez, la Suisse, l'image du pays où il n'y a que des banques privées, où il n'y a que des riches, et où il n'y a pas de services publics. Eh bien, c'est un des pays d'Europe où il y a le plus de services publics. Où il y a le plus. Les banques, oui, il y a 2 banques très connues, UBS et Crédit Suisse. Ce n'est pas des banques suisses. Par contre, il y a des banques cantonales, puisque c'est des cantons, qui sont publiques. Et c'est ce que tu disais, d'ailleurs, il faut qu'on y réfléchisse en termes de propositions. Ce sont des banques nationalisées à l'échelle d'un territoire et qui financent des investissements, qui financent du social, qui permet aux citoyens. Je me disais, on a quelque chose à côté de chez nous qui est vanté comme le
le pays de l'évasion fiscale ou des paradis fiscaux, et on a des choses. Là, le transport ferroviaire en Suisse est public. Leur SNCF est public. Donc nous, on a aussi besoin de casser des mythes ou des exemples qu'on va nous chercher j'allais dire à droite et à gauche en Suisse ou ailleurs, pour dire non, il y a des choses qui se passent ailleurs et qui sont tout le contraire de ce que vous voulez nous démontrer. Donc on a besoin aussi de casser, parce que ce que tu disais, qu'on a l'impression qu'on est le pays le plus moche du monde, où tout va mal, où c'est la dette la pire. Tu l'as dit, mais la dette privée en France est plus importante que la dette publique, et personne n'engueule les entreprises privées. La dette privée en France est plus importante que la dette publique. À part nous, personne ne le dit. Et donc voilà, moi je voulais terminer là-dessus, parce qu'il me semble que sur ces questions-là aussi, on est un peu frileux. Là aussi, on est trop sous pression de ceux qui ne nous aiment pas. Il faut se lâcher, les camarades. Il faut se lâcher. Vous avez eu une campagne, me semble-t-il, d'ailleurs, il y en a quelques-uns qui ont encore les blousons qui s'intitulaient « Fiers d'être fonctionnaires ». Eh bien, montrons-le, les camarades. Merci. Merci. Après cette invitation à être offensif et à être ensemble, la parole est à vous. Allez-y. Alors, j'invite les camarades qui souhaitent prendre la parole à se rapprocher du micro. Donc, micro 1, je vois Jésus de Carlos. Bonjour mes camarades, Jésus de Carlos, collectivité de la Courneuve. Et aujourd'hui, je représente le conseil régional d'Île-de-France aussi, parce qu'un camarade s'est désisté. Moi, je m'inscris dans le débat parce que je trouve ça très intéressant. On est très fort à la CGT pour faire des constats et parler des valeurs et d'une conception de la société, notamment de la fonction publique. Mais il va falloir passer le cap, là, aujourd'hui, compte tenu de la déstructuration des services publics et de l'attaque sur le modèle social que l'on représente. Il faut passer aussi au mode de gestion. Voilà. C'est-à-dire que moi, j'ai envie de parler de situations positives qui se passent en Europe et qui font que le modèle de fonction publique aujourd'hui, qui est l'intérêt général, continue à être préservé partout, là où c'est nécessaire, pour répondre aux besoins de la population. Donc je ne reviens pas sur le constat qui a été fait. Oui, c'est les riches. Oui, ça a toujours été la classe dominante, politico-économique, qui aujourd'hui transfère le bien commun sur le bien privé. Ça s'appelait, dans les années 1789, l'accaparement du bien public. Voilà, ça maintenant, on le sait que c'est ça. Macron, il a dit, il n'y a pas besoin de fonctionnaires, parce qu'il considère que les missions d'intérêt général, qui sont garanties de manière indépendante, avec la neutralité et pour la continuité des services publics, ce n'est pas son modèle. Donc, il s'attaque à 200 ans d'histoire sociale, et maintenant, il faut pouvoir réagir avec les outils du XXIe siècle. Les outils du XXIe siècle, c'est ni plus ni moins une expérience qui n'est pas très loin en Espagne, en Indonésie, avec la ville de Marinaleda, peut-être que certains connaissent, où en 1979, suite aux élections municipales, le maire a repris le pouvoir face à une aristocratie qui avait utilisé toute l'économie artisanale pour la richesse des riches. Ce modèle, il est construit sur quoi? Eh bien, c'est simplement sur une coopérative qui redistribue les bénéfices, mais réinvestit pour le travail. Ça donne quoi? Ça donne que le salaire est identique, qu'on soit artisan, qu'on soit fonctionnaire, qu'on travaille dans une usine, qu'on travaille au champ. C'est le même salaire pour tous. Les services publics, ils sont presque gratuits. On a notamment une garderie, 12 € par an. On a une piscine pour 1 € par mois. On a l'accès à la santé, à l'éducation, au transport, de manière quasi gratuite. On a également des loyers qui sont très, très, très peu chers. Parce qu'il y a un système vertueux où les maisons sont construites par les citoyens et les services publics. Donc c'est un cercle vertueux. Et c'est pour ça que notre système jacobin aujourd'hui est obsolète, et qu'il faut revenir à un système girondin, où c'est les communes, avec des modes de gestion locales, qui organisent la vie locale et qui construisent, comme en Suisse d'ailleurs, à la fois la loi et qui la transfèrent au national pour qu'elle puisse ensuite devenir une loi nationale. Mais on part du terrain, et c'est ce qui nous manque aujourd'hui. Donc le privé et le public,
Les modes d'organisation dans le travail, c'est une chose, mais n'oublions pas qu'il faut aussi s'attaquer aux modes de gestion, parce que les riches ont compris que c'était l'argent qui faisait tourner les choses, et que nous devons nous emparer des moyens économiques. Merci de nous proposer ce mode d'organisation. Il y aura sans doute des réponses tout à l'heure. On va prendre quelques interventions avant Bien sûr. de refaire un tour de table, si vous voulez. Alors, je t'ai vu, camarade. Julien au micro 4. Alors, bonjour, moi je travaille dans une mairie et je m'occupe des finances. Donc, je suis dans les Alpes-Maritimes. Alors, nous, ce qu'on a fait dans les Alpes-Maritimes, on a fait une journée d'études avec donc les territoriaux et les camarades des finances publiques. Donc, on a travaillé donc, sur tout l'aspect qui est donc, les finances locales. Donc, sur les finances locales, on dit pourquoi ça intéresse tout le monde, et ça devrait intéresser tout le monde. Déjà, pourquoi? Parce que tout le monde paye de l'impôt. Donc, ça devrait intéresser tout le monde. Et souvent, derrière les finances locales, donc les maires, ils essayent de rendre ça illisible pour que la population n'y comprenne rien. Donc, on a essayé de démystifier cet aspect-là. Donc, qu'est-ce qu'on a fait? Donc, pour comprendre les grands principes des finances locales, on a expliqué ce que c'était que des budgets, des comptes administratifs, donc les dépenses de fonctionnement, d'investissement. Et on a aussi expliqué que des maires ne pouvaient pas faire tout et n'importe quoi. Donc, il y a un principe général dans ce pays qui consiste à avoir une séparation entre le comptable et l'ordonnateur. Donc, qu'est-ce qu'un ordonnateur? Donc, c'est un maire ou un président qui veut effectuer une dépense, mais ce n'est pas aussi facile que ça. Il doit faire un mandat, il doit envoyer donc, au comptable des documents qui sont contrôlés. Donc ça, c'est le rôle du comptable. Le comptable, c'est quoi? Donc c'est le fonctionnaire qui contrôle les potentielles dérives de certains élus locaux. Donc, on peut constater aussi que dans la fonction publique d'État, il y a des coupes budgétaires, donc beaucoup moins de fonctionnaires pour exécuter, pour vérifier et contrôler toutes les irrégularités donc, potentielles, donc qu'ils soient volontaires ou non. Donc nous, ce qu'on avait essayé de mettre en place, c'est d'exercer un contrôle citoyen. Donc donner des outils aux camarades, mais aussi à tous ceux qui veulent pouvoir lire et comprendre les documents budgétaires. Donc vous savez tous que les documents sont publics et consultables par tout le monde. Donc il suffit juste d'aller dans une mairie ou dans un conseil régional ou départemental et demander d'avoir accès à ces documents. Donc évidemment, ce n'est pas facile de lire les documents publics, mais nous, dans le 06, mais je pense qu'il y a des camarades un peu partout qui ont la compétence pour le faire, donc de lire ces budgets et d'en faire des outils de revendication. Donc par exemple, je prends un exemple. Quand les agents vont voir le maire et lui disent « Nous, on veut négocier avec vous du régime indemnitaire », qu'on nous explique que ça sera trop compliqué, 10 000 ou 20 000 euros, c'est pas possible. Nous, on peut regarder et constater que dans un budget, 10 000 euros, c'est trop compliqué pour le maire pour les sortir sur le régime indemnitaire. Par contre, sur les intérêts de frais bancaires, on est capable de sortir 200 ou 300 000 euros. Donc, il faut regarder un peu les chiffres.
et pouvoir s'en défendre. Voilà, donc il ne faut pas que ça soit de la chasse gardée. Tout à l'heure, j'ai entendu parler de taux, donc la variation des taux. Julien, tu peux Ouais, rapidement conclure? Je vais faire très court. Merci. Juste, ce qu'on peut faire, c'est qu'il n'y a pas que les taux qui peuvent être évolutifs. On peut travailler sur les bases. Et là, ça devient un peu plus opaque. Et je ne l'ai pas entendu tout à l'heure sur les taux, sur les bases. Donc je vais finir. Je ne voulais pas faire trop long, donc c'est compliqué. Merci. Voilà. Juste, je ne voulais pas faire trop long, c'est compliqué, mais bon, voilà, quand on fait court, ça paraît un peu désorganisé. Bien sûr. Merci, Merci Julien. beaucoup. Alors, dans le cadre, permettez-moi, dans le cadre des échanges avec la table ronde, nous n'avons pas eu la volonté de mettre un minutage pour réduire le temps de parole, mais je fais appel à votre bienveillance pour qu'un maximum de camarades puissent s'exprimer aussi et obtenir des réponses de la table ronde. On va peut-être prendre 2 interventions encore. Alors, le camarade dont je ne connais pas le prénom, au micro, que je ne vois pas le numéro 2. Voilà. Bien. Moi, c'est Jules, Jules, Lavanier. bonjour. Voilà. Je suis de Paris. Le syndicat, c'est le syndicat CGT des espaces verts, sport et piscine et cimetière. Voilà. Voilà. Ok. Ouais. Parce que même... Je suis très attaché quand je dis cimetière, parce que même le dernier repos, on nous pourrit la vie aussi avec des coûts excessifs. Alors, chers camarades, dans les interventions, je ne fais que participer à des échanges. Et je voudrais faire ressortir un mot qui, je pense, nous pourrit la vie. La déshumanisation. Voilà. Je pense que la déshumanisation a pris de l'ampleur sur comment on doit percevoir l'autre. Et l'autre, il peut être celui qui est de la commune, cette commune extraordinaire, et je me plie à sa beauté, qui est Montpellier. Mais il y a d'autres communes comme Villiers-le-Bel, dans l'Essonne, etc. Bon, tout ça pour vous dire que, oui, la déshumanisation. On ne peut pas faire aussi avancer des services publics si on ne met pas en avant comment on discute, comment l'éducation, comment expliquer que tout ce qui nous réunit est une nécessité, mais pas un marché financier. Et ça, je pense que, oui, tout ce qui a été dit à la table ronde doit aller plus en profondeur. Mais je m'interroge sur, en tant qu'humain, de ma façon, en tant que militant CGT, de ma force d'échange avec le citoyen, pour lui dire que, à la date d'aujourd'hui, parce que c'est aujourd'hui nous sommes confrontés, des choix humains sont à la merci d'organisations financières. Et ça me demande de la pédagogie. Voilà, donc, je voudrais attirer votre attention sur quelques interrogations. Pourquoi les choix humains relèvent de décisions d'instances politiques? C'est une question que je me pose. Voilà. Pourquoi l'État, qui doit garantir la sécurité et la santé, il est le premier à nous mettre en difficulté? C'est des questions que je me pose sous son rôle. Voilà. Hein? Et je ne vais pas parler de l'eau. Je ne pense pas être un accro, peut-être pourquoi pas, de la CGT, mais ce que nous discutons ensemble me semble vraiment les problématiques
qui relèvent à l'intérieur de notre famille et à l'intérieur de la commune. Je me pose la question, encore, pourquoi 90% de la solution pour sortir le peuple de la misère relève des instances politiques? Parce que dans ce qui a été dit dans la table ronde, on a dit le capitalisme à son école. Il a beau faire des études que moi, je ne me plains pas de mon petit BEP. Voilà. Ça ne me dérange pas. Ouais. Chacun son métier, chacun son truc. Pourquoi, en sortant des grandes écoles, ils veulent faire une seule chose, organiser 90% de ce que nous revendiquons pour nous? Pourquoi ils viennent dans l'organisation populaire nous organiser? Par exemple, nous convaincre qu'il faut réformer notre retraite. Il faut marchandiser l'eau. Donc, je me pose cette question, c'est pourquoi eux, ils ont ce pouvoir, parce que la politique sert à beaucoup de choses, mais sous les choix humains. Est-ce à la date d'aujourd'hui, et je finis camarade, on doit convaincre des gens aujourd'hui, dans notre société aujourd'hui, se soigner est une nécessité, il faut qu'on... Non, mais arrêtez, il y a un problème. On doit convaincre que tout le monde doit avoir un toit. On doit accepter sous nos yeux la réforme de l'hôpital, que ma soeur et ma cousine et ma tante et ma femme et tout ce que j'en... accouchent, n'arrivent pas au bout de l'hôpital. Parce que l'hôpital de proximité, on le ferme. Quelle attitude avoir face à ça? Merci. Merci, Jules. Je finis une dernière. Encore un? Une dernière. Allez, un camarade encore et... Je finis une dernière. Ah, excuse-moi, Jules, je croyais que tu avais fini. Non, mais tu es tout excusé, il n'y a pas de problème. Je t'en prie. Voilà. Non, mais la dernière, c'est l'organisation politique actuelle. L'organisation politique actuelle. Je me pose la question, est-il compétent à prendre en considération des choix de société que nous réclamons, que eux-mêmes, issus de leur école, n'est plus adaptés? Par exemple, je salue fraternellement les camarades dans cette instance qui travaillent encore à EDF, qui, face à l'injustice, n'a pas coupé le compteur des gens les plus fragiles. Et je pense que c'était important. Merci, Jules. Alors, la parole est au camarade Sébastien de Veolia au micro 3. Ouais. Donc moi, je ne vais pas être trop long par rapport à Jules et à Julien qui était tout à l'heure. C'est que je rebondis par rapport à services publics et services privés. Pardon. Par rapport au travail que l'on pourrait avoir demain ensemble entre les statuts des services publics et privés. Depuis 4-5 ans, nous, on est amenés à converger vers les UD, travailler ensemble, parce que si on travaille ensemble, on sera certainement beaucoup plus fort que de rester et de camper sur nos positions de notre statut commun aux uns aux autres. Donc le statut du privé, on sait bien que nous, Veolia, on a un statut privé et qui est à un certain niveau par rapport peut-être à la fonction publique. Mais aujourd'hui, je pense qu'il faut qu'on arrive à sortir de tout ça et essayer de travailler ensemble et converger vers peut-être un statut commun, parce que c'est la revendication que l'on a, nous, à la CGT, mais déjà de protéger les salariés qui travaillent dans ces entités. Je m'explique. C'est qu'aujourd'hui, on subit pas mal de transferts de personnel, d'entités privées ou publiques-privées, et derrière, on est amené vis-à-vis des décideurs, donc les collectivités, à avoir des rencontres avec eux, mais ils ne font pas forcément le mieux disant. Pour moi, aujourd'hui, ils font beaucoup le moins disant et pas le mieux disant. Donc demain, je pense que l'intérêt de tous, c'est de trouver des moyens de pouvoir travailler ensemble. Mais pas forcément, comme nous, on parle de pyramide inversée dans notre entreprise. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, je pense qu'il faut qu'il y ait des décisions de prise au niveau de la fédération. Comment on peut travailler aujourd'hui tous ensemble, privé, public? Parce que moi, je parle de l'eau et l'assainissement, mais il y a le service hospitalier aussi qui peut être concerné. Donc voilà. Merci. Peut-être on va, si on a encore le temps un tout petit peu tout à l'heure, un éventuel autre échange. Beaucoup de questions ont été posées.
Vas-y, puis on reviendra après alors. Oui. Alors, on prend encore une intervention sur la prise de parole. C'était le micro numéro 1. Oui, merci. Je voudrais juste compléter en fait ce qu'a dit mon collègue il y a 30 secondes. Je suis ni sous statut fonctionnaire, je ne suis pas fonctionnaire, je suis bien délégué du congrès. Et quand je suis arrivé à ce congrès, le premier truc qu'on m'a dit, c'est « tu devrais changer de fédération ». Je ne me sens pas spécialement bien accueilli, sauf que depuis que j'ai entendu le secrétaire général qui m'a donné un peu de baume au cœur, parce que franchement, ça fait 2 jours, c'est compliqué. J'aimerais vous dire que Veolia, je les connais très bien puisque je suis leur concurrent. Je travaille chez Suez. Et on est de très bons collègues, puisqu'on est à la CGT. Dans ma région, je suis le responsable Occitanie et aussi Languedoc. Nous avons 81% de taux de participation aux élections professionnelles. À Languedoc, on a fait 52% pour la CGT. À Midi-Pyrénées, on a fait 61% CGT. Ce que je veux vous dire par là, c'est que oui, il y a beaucoup de CGTistes dans le privé. Alors le logement, moi je ne connais pas. En tout cas, je parle que de ce que je connais. Je vais vous parler de l'eau et de l'assainissement et de Suez. D'ailleurs, l'eau, qui devrait vous interpeller, parce que je pense que, en tout cas, les actionnaires, eux, l'ont bien compris, c'est l'avenir. Il y a toute la communication des grandes entreprises sur l'écologie, etc. Bon, c'est que du vent, mais ils ont bien identifié quel était l'avenir. Là, on pouvait se faire du pognon. Ce que je veux vous dire aussi, et notamment à la fédération, c'est que quand on prend le guide d'orientation, je ne sais pas où je suis, moi. Alors, je prends mon guide d'orientation, je le mets à mes élus, je le mets à mes syndiqués, je le mets à tout le monde. Ils ouvrent une page, ils arrivent à la fiche 1, les fonctionnaires. Ils arrivent à la fiche 2. Attendez que je retrouve mes fiches. Traitement des fonctionnaires, valeur du point, DGF, RIFSEP, etc. Moi, je ne sais pas ce que c'est. Le renforcement des statuts des fonctionnaires, etc. Alors, bien évidemment, l'ambition des gens comme moi qui sont dans le privé ont, comme l'a dit le secrétaire, une fibre de service public. Bien évidemment que demain, vous me dites, on renationalise, mais on est heureux. J'aimerais aussi... bon, je passe tout ce que j'avais prévu, ça sert à rien. Mais j'aimerais juste aussi vous dire, parce que je discute avec pas mal de monde, à chaque fois on me dit, mais les gars du privé, ils veulent pas venir dans le public. Alors, c'est faux. C'est faux. Comme l'a dit mon collègue de Veolia tout à l'heure, on a des transferts quand mon entreprise perd un contrat, par exemple à Montpellier, Veolia a perdu le contrat, ils vont faire une régie, etc. Et moi aussi, sur mon secteur, on a perdu des contrats et des collègues ont basculé sur le public. C'est faux de dire qu'ils sont mécontents ou que ça ne va pas. Tout se négocie au moment du transfert. Donc, bien évidemment, il y a en général une petite perte d'argent, mais qui est bien loin de ce que vous pouvez imaginer. Et pour terminer, beaucoup de gens comme moi pensent qu'il n'y a pas que le pognon. Il faut savoir que dans des entreprises comme la mienne, on est géolocalisé, on est en permanence surveillé, on ne voit plus nos collègues parce que bien évidemment, si vos véhicules sont géolocalisés, il n'y a aucune raison de repasser à la base ou de repasser voir des collègues, etc. Ce sont des travailleurs de plus en plus isolés, etc. Donc, entre une perte, je ne sais pas de combien, mais une petite perte salariale et basculer dans le public où on est fier de ce qu'on fait et où on sert à 100% de son contrat de travail jusqu'au service le public, je pense que beaucoup de gens seraient contents de le faire. Voilà. Merci. Alors, toute dernière intervention avant de repasser au salon, la camarade de Nicole au micro 3. Femme. Un peu féminisé. Bon, alors écoutez, moi je voudrais revenir effectivement sur déjà l'avenir du service public et c'est tout l'avenir de toute notre société parce que c'est ça notre but.
Alors c'est vrai qu'il y a des expériences locales, il y a tout ce qu'on peut parler, mais enfin la charte d'Amiens a été rappelée hier, la double besogne, il appartient à tous les camarades de la CGT de la faire vivre, et la double besogne c'est effectivement les revendications, les droits, et c'est aussi changer de société. Donc ça je voulais le caler. Deuxièmement, public-privé, parce que bon, je suis aussi donc territoriaux de Bagneux, pensionné, pas retraité, toujours à la direction syndicale, et je serai responsable de l'union locale, Bagneux pour la Reine, CGT. Donc on va être dans l'interpro. Donc effectivement en public-privé, ben oui, Philippe le rappelait, vous savez quand on va voir les salariés du privé, alors on pensait qu'il y avait encore un écart de salaire, mais quand on rencontre Solistique, les grosses boîtes de la métallurgie, etc., mais les salaires ont largement chuté. Donc là aussi, je ne rajoute pas tout ce qu'a dit Philippe, mais la question des salaires est aussi importante. Et on a des gens aussi qui vivent avec des femmes seules, etc., dans le privé, qui sont effectivement en situation de grande souffrance. Hein, voilà. Donc déjà, je vous l'ai dit, pour la loi travail, on avait quand même tenté les convergences, etc., parce que nous, les fonctionnaires, c'était le niveau 0, le code du travail. Et même les pompiers, quand il n'y a pas de réglementation, etc., on dit au maire, on va appeler les pompiers et l'inspection du travail. Vous voyez? Donc ce sont des questions qui sont importantes. Et puis je voulais dire, la question des droits, elle est très importante. On discute beaucoup actuellement avec des jeunes contractuels, etc., qui font passage dans les collectivités, etc. Et alors ils nous disent, non mais moi je veux pas de statut parce que c'est l'aliénation du salariat. C'est intéressant parce qu'on a des discussions sur ce qu'est l'aliénation du salariat avec des jeunes qui, bon, effectivement, et qui nous disent, bah oui, auto-entrepreneur, c'est génial. Quand on voit les luttes, Uber, etc. et tout, c'est des débats qu'il faut avoir parce qu'on les a, les jeunes, ils se posent cette question-là. Voilà. Alors, le bien public, oui, c'est un bien public. Hier, Natacha disait, c'est le patrimoine le service public, c'est le patrimoine de ceux qui n'ont rien. C'est aussi le patrimoine de tous. Parce que si on est un bien public, nous rappelle souvent au maire que c'est pas sa maison, c'est le bien public. C'est des questions qui sont importantes parce que ça fait la jonction avec tout le monde. Je voulais juste dire un détail. En plus, le service public territorial, et ils se battent en bref, etc., parce que voir les conditions d'accueil de ceux qui n'ont pas la carte, qui ne sont pas de nationalité française, dans les préfectures. Mais nous, on accueille sans question de nationalité, les certificats d'hébergement, etc. C'est très important aussi. Il y a la démocratie, il y a la solidarité. Alors, sur l'interpro, moi, je voulais dire, effectivement, oui... on a les mêmes trucs, chômage, emploi, assurance maladie. On a beaucoup sorti de l'assurance maladie parce que dans la fameuse loi de la fonction publique, il y a l'idée de la transaction, là, vous savez, le licenciement. Moi, j'ai vu des copains, ils en pouvent tellement plus. Il n'y a plus d'ateliers municipaux, il n'y a plus rien. Ils me disent, oh, c'est peut-être pas si mal. Je dis, t'as 100 € de prime et après, il va avoir l'assurance chômage. Tu vas voir ce que ça va donner la transaction avec l'employeur. Vous voyez, mais ça aussi, il faut le dire, il n'y a pas de question tabou. Et enfin, sur l'interpro, moi, je vais vous le dire... Effectivement, des fédés, je le vis en tant qu'UL et à l'UD, les Hauts-de-Seine. Des fédés, il y en a quand même qui sont un peu corpos, hein, répondre, etc. et tout. Mais bon, après, il y a des fédés plus en pointe, d'autres qui sont moins. En tout cas, après, c'est le contact sur l'union locale qui est fondamental. Parce que là, il n'y a pas la fédé, il y a le contact, ce qu'on donne, ce qu'on apporte, ce qu'on donne, qu'on envoie comme tract, l'aide technique, il y a tout ça. Et là, on y arrive. Et moi, je voulais dire que ce soit pour le 5 décembre, là, en tout cas. On a déjà démarré. Donc, je voulais répondre à un camarade hier sur la démocratie, quand même, ouvrière et démocratie syndicale et ouvrière. Oui, nous, on a prévu appel reconductible, mais dès le 6 décembre, il y a une AG du personnel, comme tous les matins, parce qu'effectivement, c'est important, il faut le redire, c'est comme ça qu'on fonctionne à la CGT. Et d'autre part, à l'union locale, on se réunit aussi tous les jours pour voir effectivement, parce que là je vais le dire, on a quand même avancé, on a fait les réunions des enseignants SNES, toutes les écoles, l'UPP, il y a la trésorerie effectivement, puisqu'elle va fermer à Bagneux, il y a la métallurgie, on a enfin un contact avec l'énergie, c'est-à-dire que quand même c'était compliqué avec l'énergie, mais là, effectivement, un camarade est venu, il nous a dit c'est intéressant, on n'est plus sur le pôle public, on est sur un service public de l'énergie. Donc il y a beaucoup de débats avec les luttes, avec Hercule, etc. Donc ça, c'est important. Et puis, on est dans le bien public aussi. Hein. Et puis, donc, effectivement, on prévoit donc sur les grèves reconductibles, en tout cas les appels, mais en tout cas, tract, des manifestations locales avec les camarades aussi au niveau de la localité, et on fera avec le 94 comme on a l'habitude sur la RN20 avec les convergences. Voilà où on en est. Merci camarades. On le prend le dernier. Allez, camarade, micro numéro 4, ce sera la dernière intervention de la salle. Je vais être très bref. Je ne vais pas revenir sur les interventions de nos camarades qui ont été très, très riches, mais juste pour vous dire que quand même, depuis certaines années et même décennies, on essaye de péter le service public.
Donc il y a eu quand même la journée de carence avec Sarkozy en 2012, qui a été plus ou moins, qui n'a pas été respectée par les collectivités. Donc ce que Macron a fait, c'est on passe une loi en 2017 et on l'impose aux collectivités pour dire on fait un équilibre public-privé. Alors que c'est totalement faux, puisque le privé, majoritairement, bénéficie des conventions collectives qui couvrent les 3 jours de carence. Donc ça, c'est première chose. Aujourd'hui, on met quand même dans la transformation de la réforme sur la fonction publique, on remet en cause le droit de grève. Un droit constitutionnel, c'est quand même un truc qu'on touche quand même à... Nous, syndicalement, c'est une honte. C'est une honte de dire on revient sur un droit constitutionnel. Nos grands-parents qui sont battus pour les RTT, les congés, la Sécu, tout ça, ils se retourneraient aujourd'hui. Mais non, nous. Aujourd'hui, c'est là-dessus, c'est super important qu'on dise aux collègues, bah non, tu n'as pas le droit de faire grève parce que tu t'occupes de gamins dans les crèches ou dans les écoles, donc tu n'as pas le droit de faire grève. C'est totalement une honte de la part du gouvernement Macron. Aujourd'hui aussi, la réforme sur la contractualisation. Donc là, c'est la casse du service public. On est en train de péter les gens qui ont des concours, qui sont engagés dans le service public. Parce qu'on va faire, comme dans le privé, on va faire des missions de 6 mois sur un dossier, sur un état, sur une fonction bien précise, et dans 6 mois, le copain, il partira. Donc voilà, ça, c'est aussi la casse du service public demain. Et aussi les centres d'impôts qui ferment, les services publics qui ferment, les hôpitaux asséchés, tout ce qui est aujourd'hui, tout ce qui nous touche. Tu parlais, Philippe, le privé, public, tous ensemble. Demain, le privé a besoin du public. Moi, quand je vais porter mes gamins à l'école, c'est du public. Quand le privé va porter les gamins à la crèche, c'est du public. Quand tu vas faire un permis de conduire, un passeport, c'est du public. On a tous besoin demain du public. Donc aujourd'hui, j'ai un seul mot à dire. Le 5 décembre, tous ensemble, et jusqu'à l'épuisement du gouvernement Macron. C'est une obligation. Il faut qu'on déroule. Merci. Merci. On va repasser effectivement la parole aux intervenants. Il y a de très nombreuses questions qui sont venues, qui reposent la question du rôle de l'État, du contrôle et de la transparence, notamment sur les finances, et donc effectivement du statut des fonctionnaires et de la démocratie, la place de l'humain, les questions liées au privé et donc à l'externalisation, voire au retour dans le giron du public d'un certain nombre de services qui ont été privatisés, et qui posent sans doute aussi la question de convergence, comme ça a été dit, non pas sur la base de fausses unités en rabotant les droits du public, mais sur la base d'autres convergences pour tirer vers le haut un certain nombre de choses, et sans doute autour d'une question qui n'a pas forcément été reprise et qui mériterait sans doute de l'être, de convergence autour de la question du sens du travail, comme ça a été proposé tout à l'heure, notamment par Philippe. Peut-être que sur toutes ces questions, vous souhaitez réagir. Tu voulais réagir tout d'abord sur la question du contrôle et de la transparence, Boris. C'était une réaction par rapport aux camarades des Alpes-Maritimes, parce que là, on parle de convergence publique-privée, mais des fois, la convergence publique-publique, elle n'est pas toujours évidente entre les 3 fonctions publiques territoriales, hospitalières et État. Et par rapport à la séparation ordonnateur-comptable, alors sans rentrer dans le détail, mais ils vous ont voulu mettre en place des agences comptables, c'est-à-dire qu'il n'y ait plus de comptable public et que directement le maire ou le président du conseil départemental, il désigne son comptable qui demain contrôlera ses fonds. Donc il y a quand même un certain maire qui s'est porté candidat de suite, et c'est pas une blague, c'était un certain Patrick Balkany. Et il n'a pas été retenu, voilà, il est retenu ailleurs à l'heure actuelle. Mais tout ça pour vous dire... Tout ça pour vous dire qu'on avait fait un travail en Haute-Garonne avec les camarades de la mairie, de la métropole, du conseil départemental, mais je sais aussi que les camarades du 93 par rapport à la mairie de Bobigny, qui était aussi candidate à passer en agence comptable, il y a un travail commun qui a été fait. Et à l'heure actuelle, cette contre-réforme, elle est suspendue, j'insiste bien sur ce thème-là, mais je pense que c'est parce qu'on a combattu à la fois dans la fonction publique d'État par rapport à notre rôle et le fait que les collègues dans la territoriale ne voulaient pas non plus que le contrôle soit demain entre les mains du seul décideur. Donc il y a des fois, c'est important aussi d'avoir cette convergence public-public. Et sur le contrôle, effectivement, on a 40 000 suppressions d'emplois sur les 10 dernières années dans la fonction publique d'État, notamment aux finances publiques. Dernièrement, le 14 novembre, je sais que Philippe, il était à la banderole de tête lors de la manif nationale. C'est 5 800 nouvelles suppressions d'emplois au ministère de Bercy. Il y a les douanes aussi
Sur le contrôle des marchandises, on pourrait aller au-delà, mais c'est surtout 80 milliards de fraude fiscale qu'on n'arrive pas à enrayer. Et si on revient au début du chapitre, c'est les intérêts de la dette, c'est 44 milliards d'euros. Donc cherchez l'erreur entre ça. Mais surtout, c'est que ça va plus loin. Et je prends des exemples aussi sur l'Occitanie. Il y a une seule métropole en France qui essaye d'expérimenter la certification des comptes, où c'est plus le comptable et c'est plus la Chambre régionale des comptes qui le fera, mais ce sera un organisme privé. Donc c'est la métropole de Toulouse. Et la ville de Montpellier fait partie des 4 villes aussi qui expérimentent ça. Donc là aussi, je pense qu'il y a moyen de travailler ensemble. Et après, sur s'approprier l'analyse des budgets, tout ce qui est impôts, etc. Moi, je vous renvoie sur le site de la Fédération des finances CGT, où il y a notamment une boutique où il suffit de commander, c'est gratuit. Vous avez des 4 pages qui sont assez vulgarisées et simples pour comprendre tous les mécanismes de l'impôt. Et ça, c'est pas que aux finances qu'il faut le distribuer, c'est aussi aux salariés du privé, dans des forums citoyens, comme tu as pu le dire tout à l'heure, Philippe. Et moi, je reviens sur convergence public-privé, le 5 décembre, je pense qu'elle se fera, parce que sur l'attaque des retraites, c'est la conscience de classe qui va nous réunir avant tout, et pas savoir si on est salarié du public, du privé, alors qu'on a des régimes de retraite complètement différents. Mais là, on voit que c'est une attaque frontale sur capital travail, quoi. Et c'est ça, avant tout, que je pense qu'il doit nous réunir. Voilà. Merci. Oui, très rapidement, parce que l'essentiel, c'était effectivement d'écouter les témoignages. On est face à une révolution conservatrice. On est face à une révolution du capital contre nous. Donc, je crois que le 5, le mois de décembre, ça ne doit pas être pour conserver, ça doit être pour passer à l'offensive. Et passer à l'offensive sur la durée. Et je lance comme idée, je ne sais pas si elle sera reprise, puisque face à cette révolution conservatrice, il faut réagir sur la durée, qu'après décembre, associations et syndicats, intellectuels critiques, syndicalistes, mouvement social, nous montions ensemble des états généraux du mouvement social. Car ce sont des propositions neuves qu'il faut maintenant, des propositions offensives. Tu le disais, Philippe. Les fonctions publiques constituent l'avenir. La situation est historique parce qu'on veut nous détruire. À nous de la convertir en une situation historique où nous proposons des transformations qui vont dans le sens de l'égalité sociale. Par exemple, interdire les va-et-vient entre privé et public, qui d'ailleurs ne touche pas tout le monde, mais qui touche la haute noblesse libérale d'État, qui s'en va du CAC 40 au cabinet ministériel, puis reprendre ensuite des postes plus importants dans le CAC 40. Regardez Ismaël Emelien, qui vient d'être embauché dans une industrie de luxe, alors qu'il conseillait Macron. 1. 2. Interdire les contrats précaires dans la fonction publique. C'est bien la moindre des choses. Et nous sommes à la triste avant-garde là-dessus. 3. L'indice est bloqué dans la fonction publique. Avoir une revalorisation, enfin, de la fonction publique et des salariés indépendants dans leur statut. Car ce qui est en train de se passer maintenant, c'est la phase 2. Ne nous y trompons pas, c'est la phase 2 de la loi Pénicaud. Ils ont cassé le droit du travail dans le privé, maintenant on casse le droit du travail dans le public. C'est la phase 2. Le dernier point, ou l'avant-dernier, c'est que je crois qu'on veut dociliser, hiérarchiser dans la fonction publique. Il faut déhiérarchiser dans la fonction publique. Et ça marche beaucoup mieux. Ça marche beaucoup mieux dès que les collectifs d'agents s'autogèrent au maximum. Ça favorise le bon fonctionnement, ça favorise l'emboîtement des tâches. Enfin, pour terminer, beaucoup l'ont dit, et je souscris totalement, quel est ce dogme, quelle est cette croyance folle que la privatisation est, mais tu le disais Philippe, de l'efficacité? Non, la privatisation, c'est l'apothéose du coffre-fort pour le CAC 40. C'est tout. Il faut donc
étendre, oui, le périmètre d'action du service public. Oui, renationaliser et remettre ceci ensemble dans des états généraux des forces sociales qui vont, pour le progrès humain, tu en parlais tout à l'heure, remettre cette question de la renationalisation de l'énergie à l'ordre du jour, la renationalisation des banques à l'ordre du jour, la renationalisation de l'eau à l'ordre du jour ou la remunicipalisation de l'eau à l'ordre du jour. C'est absolument invraisemblable que les biens communs soient devenus des marchandises. Alors je terminerai en disant que, bien sûr, le 5, il y aura la question des retraites. Mais nous, le 5, nous avons, et au-delà, nous avons une autre ambition, c'est d'organiser le 5 pour Macron, son pot de départ, son pot de retraite. On peut le laisser bosser jusqu'à 60 ans quand même. C'est une revendication de la CGT. Peut-être pas où il est. Non, moi je voulais juste revenir sur... repartir de choses... Vraiment j'insiste, il faut qu'on reparte de choses concrètes qui parlent aussi aux citoyens. Moi j'ai été... je fréquente de temps en temps les camarades des impôts, je fais même leur manif. Et on nous explique, pas les camarades, les ministres, que le numérique a tout remplacé, etc. Or, j'ai découvert, j'ai appris grâce à mes camarades, qu'il y a eu 15 millions de contacts directs avec des usagers dans les trésors publics en France l'année dernière. 15 millions. Vous voyez que ce lien social, il y en a besoin, discuter, échanger, demander des conseils. 15 millions de contacts. C'est impressionnant. Et on ferme des trésors publics, notamment dans les zones rurales, etc. Oui, ça c'est concret. Deuxième aspect, moi j'ai été marqué, vous avez dû en entendre parler, en tout cas moi j'en parlais souvent, les camarades d'Enedis à la Courneuve ont réouvert une boutique EDF. Il n'y en a plus en France. J'y ai été 2 fois. C'est à la Courneuve, dans une cité populaire, proche d'une cité populaire. Eh bien, le nombre de personnes, de citoyens, parlant plus ou moins bien français, qui venaient à la boutique, qu'ils ont baptisé la boutique de la CGT, mais pour demander des conseils. Vous savez, quand vous voyez une personne qui a une facture d'électricité qui a explosé, et qui arrive en pleurant, en disant « je vais être expulsé de chez moi, je n'arrive plus à payer », et qui rencontre les camarades, c'est-à-dire un service public, qui leur dit « vous inquiétez pas, on va régler ça ». Ils règlent ça parce qu'ils savent où appeler, ils savent qui contacter, et que la personne, elle repart avec le sourire, et elle dit « merci la CGT ». Eh bien c'est ça l'image des services publics. Il y a même une personne, vous savez, on peut rire de tout, disait Coluche. Non, c'était des proches. Mais pas avec n'importe qui. Une personne sourde et muette. La seule solution pour régler son problème, c'était d'appeler un numéro de téléphone. Vous voyez les aberrations? Mais oui, bah oui, puisqu'il n'y a plus de boutique. Eh bien, elle aussi, elle est rentrée dans cette boutique de services publics. Elle a croisé un agent EDF, fier de l'être, qui lui a fait écrire sur un papier ce qu'elle voulait et il lui a réglé son problème. Eh bien, je pense que partout, et notamment dans les collectivités territoriales, on peut agir de cette façon. C'est pour ça que je disais, créons des forums citoyens peut-être dans les mairies ou devant les mairies pour dire, voilà ce qu'on peut, comment on voit notre service public, et un service public moderne et d'avenir. Deuxième chose, pour aller vite, c'est l'heure de l'apéro là. Excusez-moi les camarades, vous m'avez invité, fallait pas. Deuxième chose, je crois que les eaux et assainissement, c'est un bel exemple de travail public-privé. Et vous avez vu que dans la CGT, c'est pas toujours facile. Si on pouvait régler ça rapidement, apprendre à militer ensemble dans la CGT, avant d'aller expliquer aux autres comment il faut faire, je pense qu'on avancerait plus vite et nos idées avanceraient plus vite. Dernière chose,
enfin, deux dernières choses. Oui, la question de la démocratie, ce que tu posais, elle est importante, mais la démocratie dans le travail. La démocratie sur les lieux de travail. C'est-à-dire que pour casser justement cette hiérarchisation, cette obligation de faire comme on vous dit et pas comme il faudrait faire, eh bien, il y a besoin d'intervenir aussi sur les lieux de travail et recréer là aussi de la démocratie en disant on ne travaillera pas comme ça, parce que si on travaille comme ça, c'est contraire aux intérêts des usagers, c'est contraire à ma mission et à mon statut. Et dernière chose, je retiens ce que tu disais, oui, nous réfléchissons avec des associations, d'autres organisations syndicales, parce qu'évidemment le 5 et la suite, c'est important, c'est extrêmement important qu'il y ait mobilisation, mais nous devons, pour répondre à la double besoin, nous devons réfléchir aussi à quelle société nous voulons, et la CGT réfléchit avec d'autres sur quelle société il faut, quelle société d'avenir il faut, et pour répondre à deux questions, la question de l'urgence sociale et l'urgence climatique, car à la CGT, nous ne sommes pas indifférents au sort de la planète, bien au contraire. Merci. Eh bien, merci. Avant de libérer les camarades pour aller déjeuner, je le rappelle directement, parce qu'en plus, nous sommes un petit peu en retard. Nous allons passer aux résultats des votes sur le rapport de la politique financière. Et j'invite au pupitre Nathalie Fett et Hérode Trezeguet. Ça sert à rien. Bonjour les camarades. Donc on fait un petit bilan du bilan financier donc à deux voix. Mais avant toute chose, je voudrais vous rappeler à vous, camarades délégués, que votre rôle aujourd'hui, c'est de voter. On a certains camarades présents dans la salle, les fiches ont été prises à l'accueil, ne votent pas. C'est quand même dommage. Maintenant, on a les noms, on sait qui c'est qui vote pas. Donc essayez d'être concentrés et de faire le travail pour lequel vous êtes là jusqu'au bout. Vas-y Nathalie. Alors, pour le bilan financier, le nombre de voix disponibles était de 70... Allez, parle dans le micro, faut que tu parles dans le micro là. Était de 70 853 voix. Une participation de 69 121 voix. Exprimé 63 435 voix. Abstention 5 686. Pour 63 884 et contre 351. Donc, pour 99,45% et contre 0,5%. 55%, pardon. Donc, adopté. Voilà, mes camarades, donc on pourrait qualifier ce rapport de quasi stalinien, mais peut-être est-il dû à l'excellent travail de Christophe Couder, que je remercie et que je félicite aujourd'hui. Merci les camarades. Alors, juste encore 30 secondes d'attention avant la pause. On a trouvé une paire de lunettes de vue avec un étui. Le camarade ou la camarade qui l'a perdu peut aller s'adresser aux camarades qui tiennent le vestiaire. Merci. Je vous souhaite un bon appétit. N'oubliez pas d'être à l'heure à 13h30 pour la reprise de nos travaux. La reprise à quelle heure? Je viens de le dire. 13h30. 13h30. Ah oui.